La Cité des Brasseurs, le podcast. Nous sommes en 1821 à Strasbourg, dans les petites ruelles étroites du centre-ville, et plus précisément au 54 rue du Jeu des Enfants, aussi appelé Kinderspielgasse. C'est ici qu'un homme de 27 ans entreprend de fonder une brasserie. Cet homme, c'est Jean-Frédéric Fischer, ou Johann en allemand. Sans qu'il ne le sache, son patronyme, Fischer, va devenir un symbole de l'identité alsacienne, et traverser les décennies pour se retrouver, encore aujourd'hui, au bec de nos bistrots. Alors Jean-Frédéric Fischer n'est pas totalement étranger au monde de la brasserie. On retrouve sa famille à la brasserie de la Chêne de Strasbourg jusqu'au début du 19e siècle. Sa belle-mère était la fille de Jean-Daniel Hatt, échevin, c'est-à-dire premier magistrat de la corporation des tonneliers, pendant la Révolution. Sa belle-sœur est également mariée à un brasseur, Georges Echner. Enfin bref, comme souvent à cette époque, on dirait aujourd'hui que le milieu brassicole est assez endogame. On notera d'ailleurs que Jean-Frédéric Fischer naît au 14 rue du Jeu des Enfants, soit à quelques dizaines de mètres de sa brasserie. Jean-Frédéric Fischer décède en 1837 et une année plus tard, l'établissement change de main. Il est repris par Martin Erhardt. Ce dernier conserve l'appellation Fischer, sans doute par habitude, mais également par notoriété. Et, vous l'aurez noté, ce n'est déjà plus un Fischer qui dirige la brasserie Fischer. La brasserie du pêcheur, son autre nom, est tout simplement la traduction de Fischer en français. Martin Erhardt dirige la brasserie jusqu'en 1843, puis la transmet à un parent, Jean Erhardt, qui était lui-même brasseur en 1840 à la brasserie de l'Éléphant. Et c'est véritablement Jean Erhardt qui va faire décoller la brasserie et installer la bière du pêcheur comme une marque reconnue dans le paysage brassicole de l'époque. Cette bière obtiendra d'ailleurs en 1867 une médaille d'or pour sa bière Bock à l'exposition universelle. À cette époque, la brasserie est un lieu de rencontre privilégié pour la bourgeoisie strasbourgeoise et bénéficie d'une grande notoriété. Et ce n'est pas forcément facile, puisqu'il faut le dire, la concurrence est rude entre les différents établissements strasbourgeois. En effet, on compte plus de 35 établissements brassicoles à Strasbourg en 1833. Cette brasserie, comment est-elle? C'est une grande salle, assez moderne, de plus de 400 couverts, et il faut comprendre ici la notion de brasserie comme celle d'un débit-restaurant. La bière est brassée sur place pour le restaurant. On dirait aujourd'hui, si vous me permettez cet anachronisme, que c'est une microbrasserie avec une taproom. Le succès de la bière Fischer oblige Jean Erhardt puis ses deux fils à augmenter les volumes de production. Il faut le dire, ce succès est dopé par le rôle qu'a pris le transport ferroviaire qui va ouvrir de nouveaux débouchés commerciaux. En effet, en 1852, la ligne ferroviaire Paris-Strasbourg est fonctionnelle. Cette ligne de train, opérée par la Compagnie de chemin de fer de l'Est, s'organise avec les brasseurs pour expédier des trains avec des wagons aménagés complets de bière vers la capitale. En 1860, sur près de 233 000 hectolitres de bière produits à Strasbourg et Schiltigheim, 80 000 sont envoyés à Paris. Vous voyez le débouché considérable que cela constitue. Les brasseurs Erhardt se retrouvent bientôt à l'étroit dans leur site de la rue du Jeu des Enfants, en raison de la taille limitée des caves. Les fortifications de la ville de Strasbourg empêchaient le développement libre de l'industrie, comme le raconte alors la presse de l'époque. Aussi, en 1854, les Erhardt achètent un terrain de 3,7 hectares à l'entrée sud de Schiltigheim et creusent des caves d'une profondeur de 9 mètres. Il s'agit de caves voûtées sur des colonnes de fer dans ce sous-sol typique argileux propre à Schiltigheim. En 1884, toute la brasserie y est transférée, avec sa salle de brassage, bien évidemment. Sur le site de la rue du Jeu des Enfants, il ne restera plus qu'une activité de malterie et un débit de bière, mais il n'y a plus d'activité de brassage sur place. Il n'y a rien de proprement révolutionnaire à ce transfert vers Schiltigheim et vous le savez, comme vous avez déjà écouté les podcasts sur la brasserie Schützenberger ou la brasserie de l'Espérance, Adelshofen, Hatt et Schützenberger ont déjà transféré leur activité de production à Schiltigheim et sont d'ailleurs solidement installés là-bas. En 1887, la brasserie se porte bien malgré la fermeture de la frontière et elle exporte notamment vers la France une bière bock d'exportation. La capacité de production de la brasserie est alors de 80 000 hectolitres. En 1900, la brasserie se transforme en société anonyme
c'est la Brauereien zum Fischer Erhard. En 80 ans d'existence, elle est passée d'une brasserie artisanale du centre-ville de Strasbourg à un géant industriel des faubourgs. La fin du XIXe siècle est celle des grandes découvertes scientifiques dans le milieu brassicole, ce que j'appelle la troisième révolution brassicole, si on considère que la première est celle de la technique rudimentaire de brassage et la seconde est celle de l'importation de la méthode de fermentation basse. Pasteur a révélé le rôle des micro-organismes, Schützenberger celui de la levure, et David Gruber a imposé l'hygiène et le nettoyage à la vapeur dans les brasseries. La brasserie Fischer est à l'image de ces avancées. En 1901, elle est une vitrine de ce qu'il se fait de mieux en la matière. Les installations sont en cuivre, dans de beaux espaces lumineux, d'où se dégage une forme d'élégance, presque luxueuse selon la presse de l'époque. Le froid nécessaire à la bière de fermentation basse est présent grâce à un système de 12 km de tuyaux dans lequel passe une solution saline qui refroidit les installations. La brasserie dispose déjà de 30 dépôts partout en Alsace, à Colmar, Mulhouse, Münster, Schirmeck, Benfeld, Sainte-Marie-aux-Mines. 30 000 kilos de glace claire sont produits chaque jour par une machine à glace. Et il y a enfin 7 pompes à eau qui produisent 20 000 hectolitres par jour d'eau nécessaire au brassage et permettant d'alimenter 5 chaudières à vapeur au charbon. Enfin, 60 chevaux tirent des véhicules hippomobiles pour livrer toute cette bière. Pour l'époque, c'est véritablement une grande installation. Un des marqueurs de cette évolution est notamment le rôle du laboratoire qui fait son entrée dans les brasseries et il faut le dire qui occupe désormais une place centrale. Dans ce laboratoire, tout est testé. L'eau est analysée, ce qui est une grande première à l'époque. Les combustibles sont testés également pour leur pouvoir calorifique et bien évidemment les bières qui y sont brassées, y sont testées pendant le brassage et juste avant leur expédition. Les levures sont bien évidemment isolées et analysées dans ce laboratoire qui est installé au plus proche, la plupart du temps, de la salle de brassage. Aujourd'hui, bien sûr, tout cela nous paraît logique, mais pour l'époque, en 1901, c'est révolutionnaire. C'est une grande remise en question pour des générations de brasseurs qui ont commencé à brasser dans des brasseries auberges de ville. Ils doivent totalement changer leur façon de faire et passer d'un site urbain, enclavé et sous-équipé, à une brasserie industrielle, moderne et technique. D'ailleurs, ceux qui ne font pas cette mue font faillite, car le consommateur, en 1900, commence à s'habituer à boire cette bière de fermentation basse qui est de qualité constante. Le début des années 1900 est celui des grandes manœuvres de fusion brassicole, comme nous l'avons vu dans l'épisode sur Adelshofen. Les brasseurs alsaciens cherchent à se rassurer, dans une période de forte concurrence avec la bière allemande, on le rappelle à l'époque l'Alsace est allemande, et de freins d'accès au marché français. Par ailleurs, la modernisation de l'outil de production coûte cher et des capitaux importants sont nécessaires. La brasserie Fischer opte, elle, pour une vague d'acquisition de petites brasseries qui n'avaient pas forcément les capitaux pour se moderniser. En moins de 10 ans, elle absorbe 6 brasseries. La brasserie de la Hache-Mühleisen en 1903 à Schiltigheim, la brasserie de l'Aigle à Surbourg en 1904, la brasserie du Rhin à Schiltigheim toujours en 1905, la brasserie Nico de Colmar, puis la brasserie Amos de Vasselonne, et enfin la brasserie de la ville de Paris qui était déjà une brasserie importante en 1914. Elle prend également une participation majoritaire dans la brasserie de Saint-Louis un peu plus tard. Fort logiquement, cette politique de croissance externe double sa capacité de production qui passe en 1910 à 165 000 hectolitres de bière. En 1912, une grande malterie de 40 mètres de hauteur est construite. L'entrée sud de Schiltigheim est alors marquée par cette immense bâtisse, avec ses 2 cheminées de touraillage à chapeau et ses multiples petites fenêtres. À la fin de la Première Guerre mondiale, le nom de la brasserie est francisé et devient la brasserie du pêcheur. Les années 30 sont celles de l'expansion et du marketing. Pendant quelques années, cohabitent 2 identités visuelles différentes pour la brasserie du pêcheur. D'une part, vous avez l'Angelot, que vous connaissez, qui représente un pêcheur mythologique avec un trident qui terrasse une bête des mers.
C'est en réalité le dessin d'une grande sculpture qui était dans la salle de restauration principale de la brasserie quand elle était située rue du Jeu des Enfants à Strasbourg. Puis cette statue a été transférée à la brasserie Fischer de Schittigheim. Puis quand la brasserie a fermé, elle est aujourd'hui chez Heineken. D'autre part, vous avez le bonhomme Fischer ou le Fischermannele. Ce dernier apparaît pour la première fois en 1933. L'histoire dit que c'est alors Léon Braun, le directeur général de la brasserie de l'époque, qui commande un calendrier qu'on appelle éphéméride. L'illustration de ce calendrier est confiée à un architecte de l'œuvre de Notre-Dame, dont l'histoire ne retiendra pas l'identité. Il dessine donc cet enfant, assis sur un tonneau, buvant une grande chope de bière, avec en fond un décor alsacien, un champ de houblon et la silhouette si particulière de la cathédrale de Strasbourg. Le bonhomme Fischer finira par s'imposer et remplacera l'Angelot, mais aussi l'Alsacienne souriante ou le vieil homme rieur qui ont été testés pendant l'entre-deux-guerres. En 1946, il est choisi pour les calendriers, se décline sur de nombreux supports. Il est alors partout, sur les sous-bocs, les boîtes de bière, les bouteilles, les verres et les plaques émaillées bien évidemment. Sur le volet industriel, la brasserie poursuit son expansion, on l'a vu avec le rachat en 1922 des parts de la brasserie d'Adelshofen. La capacité de production de la brasserie Fischer est alors de 280 000 hectolitres en 1926. Plusieurs apports en capitaux sont nécessaires pour nourrir cette expansion, et le capital social augmente à hauteur de 6 millions de francs, ce qui est considérable pour l'époque. Un effort de modernisation constant est porté à l'outil de production. Enfin, la brasserie bénéficie également d'un embranchement ferroviaire privé depuis 1912 qui lui permet de charger ses wagons frigorifiques directement depuis la brasserie et d'expédier sa bière partout en France et notamment à Paris. Ce sont ainsi 8000 wagons par an qui sont chargés et la brasserie dispose à cette époque de 250 employés. Cette effervescence se stoppe net le 1er septembre 1939 avec la Seconde Guerre mondiale et l'évacuation de Strasbourg-Schittigheim. Si pour certaines brasseries, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur la période de l'occupation nazie, ce n'est pas le cas pour la brasserie Fischer. En effet, on retrouve aux archives départementales de Strasbourg les procès-verbaux des assemblées générales des actionnaires qui offrent un aperçu de la situation. Alors disons-le tout de suite, c'est un aperçu très parcellaire et qui paraît bien évidemment anecdotique face aux horreurs de la guerre. Mais néanmoins, ils offrent une perspective de ce qu'était la brasserie Fischer pendant la Seconde Guerre mondiale et l'occupation nazie. L'activité est sans surprise fortement impactée, puisque tout ce qui est nécessaire pour produire et vendre de la bière est bien évidemment perturbé. L'approvisionnement en matières premières, bien sûr, mais également la main-d'œuvre, le transport et la communication, et in fine, les débits de bière et la restauration. En 1940, comme nous l'avons déjà vu sur les autres épisodes de podcast, une seule bière est produite. C'est une bière assez médiocre, avec une teneur faible en mou initial. Les bières dites spéciales sont alors interdites. La brasserie fait face à un enrôlement massif dans la Wehrmacht, qui engendre une pénurie de main-d'œuvre, et une partie de ces personnels qui n'est pas enrôlée dans la Wehrmacht est employée, reroutée dans l'industrie d'armement. En 1942, la brasserie assiste à une légère reprise de ses ventes, mais en 1943, on a une nouvelle baisse qui est notamment liée à la fermeture du secteur de la restauration. On lit d'ailleurs dans le procès-verbal de l'Assemblée générale de cette année que la récolte en fruits était très abondante en 1943 et que les clients se sont rabattus sur les alcools et la distillation de fruits. C'est une période qui est forcément complexe et Robert Debu, le PDG alors de la brasserie Fischer, dira à la Libération que la brasserie était, je cite, pour les Allemands, une industrie superflue pour la conduite de la guerre. On a envie d'ajouter ce qui est assez logique. Pour autant, et c'est une forme de paradoxe, la brasserie réalise des bénéfices et verse des dividendes pendant ces 4 années à ses actionnaires, même si la production baisse chaque année et que les revenus des loyers, des débits et des restaurants sont en forte baisse, puisque la plupart du temps ne sont pas touchés, à cause notamment des expulsions ou des destructions. Alors on l'a également vu pour la brasserie Schützenberger, ce n'est pas une exception au fait que la brasserie réalise des bénéfices pendant cette période de la guerre, hein.
Il n'y a néanmoins aucun investissement qui est réalisé sur la période, aucun achat de machines, aucun entretien de locaux, et le seul investissement sur 4 ans est la construction d'un local pour les employés. La brasserie fonctionne à l'heure du national-socialisme, vous le savez, avec la mise en place des structures nazies, c'est-à-dire d'une part le Deutsche Arbeitsfront et d'autre part ce qu'on appelle le DAF, c'est-à-dire le Kraft-Durch-Freunde. Ces deux organismes, ces deux entités ayant remplacé les syndicats et les comités d'entreprise et gérant la vie sociale au sein de l'entreprise. La croix gammée est également installée sur les bâtiments de la brasserie Fischer, ainsi qu'une phrase qui est présente au frontispice du bâtiment sur lequel est inscrite Arbeit ist Leben, Leben ist Glück. La fin de la guerre est synonyme de destruction, puisque la brasserie est bombardée le 11 août 1944 à l'occasion d'un raid aérien d'ampleur sur Strasbourg et ses faubourgs. Des B-24 larguent ainsi 1544 bombes, occasionnant des dégâts considérables. 7 bombes de gros calibre détruisent partiellement la brasserie du pêcheur, c'est-à-dire aux 2 tiers, si on en reprend les documents de l'époque. Les cuves de fermentation sont éventrées et 11 000 hectolitres de bière s'échappent de ces cuves de fermentation. Les caves sont par ailleurs partiellement détruites. La brasserie Cronenbourg, d'ailleurs, en parenthèse, est elle aussi touchée et elle subit un incendie d'ampleur. Les dommages de guerre sont très importants et la brasserie estime à la Libération ces dommages à 200 millions de francs. La brasserie d'ailleurs doit se reconstruire et elle se reconstruira partiellement avec l'aide des fonds du MRU. La décennie 1945-1955 est celle de la reconstruction de l'outil de production pour la brasserie Fischer et de la reconquête d'une clientèle perdue ou déstabilisée pendant la Seconde Guerre mondiale. L'été 46-47 est long et chaud, ce qui dope les ventes de bière. Mais Robert Debu, le PDG de l'époque, se plaint de la belle récolte de raisins et notamment des prix bas du vin qui attirent la clientèle et de facto font concurrence à sa bière. Il y a également encore des difficultés d'approvisionnement en orge à cette époque et ainsi l'année 47 est une mauvaise année en termes de vente pour la brasserie, comparable aux pires années de la Première Guerre mondiale, même si progressivement les approvisionnements en matières premières permettent quand même de faire une bière de qualité comparable à celle qui était brassée avant la guerre. La marque Centenaire peut ainsi être de nouveau brassée et dope les résultats de la brasserie à partir de l'année 1949. C'est cette année 1947 qui voit également le gros œuvre de la reconstruction de la brasserie se terminer, soit 4 ans après la fin de la guerre et surtout 4 ans après le terrible bombardement d'août 1944. En 1950, la progression persistante de la vente de bière en bouteille permet également et engendre une extension de la canetterie. La période 1950-1955 voit chaque année une augmentation des ventes de bière pour la brasserie Fischer. Il faut dire qu'il y a une campagne publicitaire du groupement des brasseurs d'Alsace qui permet de revaloriser l'image de marque de la bière alsacienne, forcément en Alsace, mais également dans les autres territoires de la France de l'intérieur. Enfin, en 1952, sont terminées les nouvelles caves de fermentation à cuve ouvertes et on assiste également au remplacement des anciens baudelots, ces appareils frigorifiques. Face à un marché de la bière de plus en plus saisonnier et tributaire des périodes estivales, la brasserie développe au Noël de l'année 1952 la Fischer Gold, qui est un véritable succès. En 1955, la bière en boîte métallique fait ses débuts avec succès. Et enfin, le 7 décembre 1956, un jeune ingénieur brasseur est nommé directeur général adjoint. Vous le connaissez forcément, il s'agit de Michel Debu. Il deviendra PDG 7 ans plus tard. La nouvelle salle de brassage est construite en 1959. En 1966, la brasserie du pêcheur obtient le monopole pour une boisson hygiénique russe, fermentée, qui s'appelle le kvass, qu'elle tente d'ailleurs de vendre sur le marché. Cela ne marchera pas et ça sera d'ailleurs un échec. La brasserie n'est pas touchée par les grèves de mai 1968, comme on l'a vu d'ailleurs pour les autres brasseries alsaciennes, qui sont
très peu touché, peu impacté. Forcément, on a des remous, mais en tout cas, il n'y a pas d'impact direct sur la production. En 1971, la brasserie est la première en France à sortir un conditionnement en verre perdu de type 12 pack, qui est alors un grand succès, boosté par une agence de publicité que vous connaissez, qui est l'agence Havas. La marque Fischer Gold est développée d'ailleurs à l'époque pour la jeunesse et une clientèle plus aisée. On assiste donc à une forme de recentrage de certaines marques de bière sur le marché. Et cette bière, d'ailleurs, la Fischer Gold, est présentée en 1969 comme une bière dite super luxe. Ce tournant de la fin des années 60 et du début des années 70, c'est celui de l'évolution du rôle et du poids économique de l'activité de distribution. Pour schématiser, avant 1970, la vente de bière passait par le vecteur fût via des entrepositaires qui s'occupaient que d'une marque unique de bière. À partir des années 70, on assiste à une explosion de la vente de bière en bouteille, de la vente en verre qu'on appelle perdu, et les entrepositaires deviennent des distributeurs de plusieurs marques de bière. C'est aussi à partir de cette époque-là, vous le savez, qu'on assistera également au développement très important de la grande distribution et donc au lien coupé entre le distributeur et la brasserie. Le distributeur n'est d'ailleurs n'est plus la propriété de la brasserie, comme il l'était avant, mais devient totalement indépendant avec des canaux de distribution propres. En 1966, et c'est une curiosité, la baisse de la vente de bière dans le bassin minier lorrain est expliquée par la brasserie Fischer par la réduction des heures de travail des mineurs. À cette époque, 5 marques de bière de la brasserie Fischer sont vendues: la Fischer Centenaire, qui est la première en termes de volume de vente, la Fischer Pils, qui est la deuxième, la Fischer Gold, donc on l'a vu, la bière super luxe, plutôt orientée vers la jeunesse et une clientèle plus aisée, qui est la troisième en volume de production, la bière Stéphane, qui est donc la cinquième bière vendue en termes de volume de production, qui est une bière brune, et il faut le dire, la bière brune est assez peu consommée en Alsace, et enfin la bière Bock, qui disparaîtra par la suite, qui est la quatrième en termes de volume de production. La barre symbolique des 500 000 hectolitres de bière est atteinte le 30 septembre 1974. 500 000 hectolitres de bière produite. C'est à cette époque que la brasserie va avoir une renommée européenne grâce à son PDG Michel Debu, qui va attaquer un des plus grands symboles brassicoles européens, la loi allemande sur la pureté de la bière. L'Allemagne est un grand pays de bière traditionnelle, mais la brasserie du pêcheur était parvenue à conquérir le marché allemand. En 1971, 40% des bières exportées en Allemagne sont issues de la brasserie du pêcheur de Schüttigheim. En 1980, Fischer vend 13% de sa production en République fédérale d'Allemagne. C'est un chiffre assez considérable et d'ailleurs, à ma connaissance, assez unique dans l'histoire brassicole française. Bien évidemment, ce dynamisme du brasseur alsacien sur le marché allemand ne plaît pas du tout, vous l'imaginez bien, aux brasseurs allemands. Ils vont alors tout faire pour faire obstacle à l'importation de bières étrangères, en invoquant la loi sur la pureté de la bière, c'est-à-dire ce qu'on appelle la Reinheitsgebot, qui est une loi assez ancienne qui date de 1516. En 1984, les bières françaises ne se vendent plus en Allemagne. Michel Debu, PDG, explique alors dans un article du Monde du 17 juillet 1984 son combat. Les laboratoires allemands, qui sont financés par les brasseurs, venaient prendre quelques bières bouteilles sur les rayons des supermarchés et ils laissaient alors une étiquette. Ces bières sont à l'analyse. Puis, quelques jours après, c'était une autre étiquette qui était mise. Ces bières sont soupçonnées de ne pas respecter la loi sur la pureté de la bière. De guerre lasse, tous mes acheteurs se sont découragés. Alors que dit cette loi? La loi sur la pureté de la bière prévoit que pour la fabrication de bières de fermentation basse, il ne peut être utilisé que du malt d'orge, du houblon, de la levure et de l'eau. Or, les brasseurs français utilisent dans leur bière des grains crus de maïs ou des brisures de riz pour stabiliser leur bière. Et les fameux laboratoires allemands
en retrouvait donc logiquement dans la bière française, qui ne pouvait alors se prévaloir du titre de bière si on suit la loi sur la pureté de la bière. Michel Debu considérait que la pratique allemande était discriminatoire et constituait une entrave à la libre circulation des marchandises, consacrée par les traités européens. Ce faisant, il s'attaquait à un véritable dogme, d'autant plus que la fermentation basse a été inventée en Bavière. Il va quand même le faire jusque devant la Cour de justice des communautés européennes, déjà parce qu'il ressentait un fort sentiment d'injustice, d'autant plus que, comme de nombreux Alsaciens, il se sentait presque rénant, hein. Et puis parce qu'économiquement, avec la perte du marché allemand, il perdait une part très importante, hein, de marché, qui plus est un marché frontalier, donc économiquement extrêmement viable et vivace. Après plusieurs années de combats juridiques acharnés et de lobbying bien évidemment, le 12 mars 1987, la Cour de justice des communautés européennes donne raison aux brasseurs alsaciens. Seul contre tous, Michel Debu a gagné son combat juridique. La brasserie Fischer, c'est 30 ans d'innovation tout azimut et on le doit beaucoup à Michel Debu, qui savait, comme nul autre, détecter les tendances du marché de la bière. En 1978, la Fischer Lye, première bière allégée en calories, véritable révolution pour l'époque, est lancée. En 1987, c'est au tour de la Fischer à la griotte, ou la Kriker, que les brasseurs belges ont maudit. En 1988, Michel Debu lie la bière et les nouvelles technologies avec la 3615 Fischer, la bière amoureuse, censée contenir des ingrédients aphrodisiaques et jouant sur les codes du téléphone rose. Son flacon est proprement révolutionnaire, très inspiré à l'époque d'une bouteille de déodorant. Puis s'ouvre la page de la success story des bières aromatisées qui vont véritablement positionner Fischer dans les jeunes générations et doper un marché de plus en plus segmenté. On l'a vu dans l'épisode sur Adelshofen et le lancement de l'Adelscott, ces bières aromatisées sont un incroyable succès. C'est une période d'audace également et de créativité assez folle. On peut dire que Fischer récidive le coup de l'Adelscott en 1995 avec la Desperados, qui va s'imposer dans le monde de la nuit et être un excellent produit à l'export, notamment en Allemagne et en Pologne. Cette marque Desperados fête aujourd'hui ses 30 ans, ce qui est une certaine longévité, même si sa recette n'a plus rien à voir avec la Desperados d'origine, et que sa maison mère aujourd'hui a fermé entre-temps. La Despe, qu'on le veuille ou non, a marqué le paysage brassicole alsacien. Ces bières aromatisées ont fait d'ailleurs l'objet à l'époque de fortes critiques de la part du milieu traditionnel et en même temps ont servi de locomotive pour la brasserie Fischer. Il y a également de très belles bières industrielles, comme la Fischer Tradition, qui pendant de nombreuses années portait son mythique bouchon en porcelaine depuis 1982. Et la Dorelei, aujourd'hui Fischer Ambré, très appréciée des Alsaciens, dont la recette d'origine avec sa fermentation en cuve ouverte était assez intéressante dans la volonté de concilier un brassage industriel avec une forme de méthode traditionnelle. En 1996, c'est le coup de semonce. Heineken rachète la brasserie Fischer, qui est alors la plus grande brasserie familiale française avec près de 2 millions d'hectolitres brassés. Pour vous donner un exemple de comparaison, Heineken, avec sa holding française, la Sogebra, est lui deuxième brasseur mondial et brasse 61 millions d'hectolitres de bière en 1996. Heineken met ainsi la main sur quelques joyaux, et notamment la Desperados. Heineken acquiert également d'un seul tenant 50% du marché des marques de distributeurs et des marques de premier prix, où Fischer Adelshofen était très présent. Heineken obtient également une surcapacité de production qui vont lui permettre d'étendre son emprise, et bien sûr, Heineken récupère les 11 entrepôts grossistes de Fischer,
alors que sa filiale France Boisson possède déjà 83 entrepôts et ainsi Heineken continue de développer son réseau de distribution. Cette achat-vente de la brasserie Fischer par Heineken est une surprise pour plusieurs raisons. La première, c'est que Michel Debus s'est toujours dit attaché à l'indépendance de la brasserie. La seconde, c'est que le groupe n'était pas en danger, formellement. Même s'il y a une perte financière sur l'année 96, cette perte financière n'était pas dramatique. La raison de cette vente tient probablement plus à la difficulté d'une succession familiale difficile à trouver, presque impossible, et à l'absence d'accord sur une nouvelle page à s'ouvrir entre les différents actionnaires, et donc peut-être à une forme de fatalisme. Cette OPA de Heineken est en tout cas le début de la fin. Le premier à être sacrifié est bien sûr Adelshofen, la brasserie qui ferme en 2000. Moins d'une décennie plus tard, en 2009, Fischer ferme à son tour après avoir passé plusieurs années dans l'angoisse de cette fermeture. Les 126 emplois sont supprimés, le brassage des bières est transféré à l'Espérance et à la brasserie de Mont-Saint-Barweul. Assez étonnamment, ce qui était le premier joyau brassicole alsacien, par son influence et son importance symbolique, notamment du Fischer Maneleu, ferme ses portes dans une forme d'indifférence et de fatalité. La Cité des Brasseurs, le podcast.